fonctionnement. Bien. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Ouais, au premier rang, c'est bon, mais est-ce que c'est bon au fond? Voilà. Oui. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette plénière donc, qui vient terminer la 3e édition du Festival des idées. On va, ce matin, évidemment, on va tout se dire. Il n'y a pas de tabou entre nous. Donc on va mettre en commun, je l'espère, beaucoup de choses. On va aussi parler d'action. C'est un festival des idées, mais les idées, ça sert aussi à préparer l'action. Donc on va parler beaucoup d'action, d'initiatives citoyennes et beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans le débat public et qui sont importantes. Mais néanmoins, parce que depuis vendredi soir, il y a eu beaucoup de débats, il y a des choses intéressantes, importantes, parfois discutables qui ont été échangées. On a souhaité proposer à quatre citoyens, de surcroît jeunes citoyens, qui ont participé depuis vendredi au festival, de revenir sur ce qu'ils ont entendu. Et sur ce qu'ils ont entendu en particulier dans les auditions citoyennes d'hier. Voilà, et c'est Aurélie qui prend la suite. Bonjour à toutes et tous. Donc les auditions citoyennes, c'est un nouveau format quand même cette année. Donc il y a eu énormément d'auditions citoyennes hier, 45 minutes à chaque fois. Ça marche pas, c'est ça? Si? Ah, pardon. Et donc on a demandé à 4 jeunes qui sont là et qui vont prendre la parole de revenir sur ces auditions citoyennes en leur demandant tout simplement qu'est-ce qui, selon eux, en ayant assisté à ces auditions citoyennes, fait sens pour 2022, quelles sont les priorités, quels sont les enjeux qui ont été mis en avant par les citoyens, entre autres dans le cadre de ces auditions citoyennes, et qu'est-ce qu'ils en retiennent aussi, tout simplement. Voilà. Donc je ne fais pas d'introduction plus longue que ça, parce que c'est à mon avis pas très utile, et je vous laisse la parole. Je crois que vous avez défini un ordre de passage, donc je vous laisse faire. Donner un sens à la vie, renouer avec le sentiment d'exister, était le cœur du discours des citoyens. Nous avons discuté des plaisirs et d'organisation du travail, des quartiers populaires délaissés, des zones rurales et périurbaines abandonnées par les médecins, les services publics, l'État, engendrant des drames individuels, trop loin de Paris pour être vus. Si ces sentiments rendent compte du lien de la vie de chacun et chacune à la politique, c'est l'éducation qui fait la liaison. Les auditeurs, comme les auditionnés, déplorent que cette condition, fondamentale en démocratie, soit absente du débat public, de même que l'enseignement supérieur et la recherche. Et tous proposent d'y remédier. Il semble que la jeunesse ait oublié de la démocratie. Ils ne votent donc pas, car cela ne sert à rien. La proximité des élus et des électeurs apparaît comme un autre facteur d'intégration indispensable. Mais est-ce possible quand notre police réprime plutôt que prévient, quand la violence subie par notre génération devient préoccupante, quand la gauche s'insère dans des débats menés par l'extrême droite? Tous enfin ont été questionnés sur leur rapport à notre régime politique. Et comment? Souvent de manière radicale. Aussi bien dans son fonctionnement interne que constitutionnel, il compte le faire tendre vers son idéal de liberté, égalité, fraternité. Mais cela ne peut se faire sans préserver les conditions matérielles de notre existence. L'écologie était au centre des discussions. Mais certains aspects importants de la politique, quelquefois interrogés, semblent être oubliés de ces dialogues, le rôle de l'entreprise, l'Europe et surtout la politique internationale. Mais gardons à l'esprit qui nous sommes, des personnes ayant une forte conscience politique, cherchant l'intérêt collectif en défendant chaque individu, des visionnaires long-termistes d'esprit. Un festival portant un message universel, mais trop peu audible, pour le moment. Bonjour. Moi, je vais revenir sur trois thématiques qui ont été évoquées pendant les auditions. En effet, on a souvent parlé de la question police-justice.
La question des séparations des pouvoirs est revenue comme un sujet un peu de tension parfois entre les gens qui interrogeaient et les gens qui répondaient. La gestion de l'ordre aussi a été assez présente dans nos... Alors gestion de l'ordre ou répression parfois, ça, suivant l'axe qu'on prend, mais en tout cas ça a été assez présent dans nos échanges, aussi bien parce qu'on partait une vidéo avec des gilets jaunes qui s'exprimaient par rapport à ce sujet, et tous en tant que militants, on vit aussi, ces militantes, on vit ça. Et enfin, les questions décoloniales, intersectionnelles, tous ces sujets qui sont vécus comme un peu une critique de la manière dont on conçoit aujourd'hui notre pouvoir. Enfin, en tout cas, il y avait une tension un peu étonnante parfois entre les militants qui portent ces sujets et certains qui réagissaient par rapport à ça. Ensuite, la question internationale aussi a été souvent évoquée, notamment le rapport à l'Europe. Un peu des besoins de réponse, des questions par rapport au traité, comment est-ce qu'on gère notre projet post-libéral avec une Europe qui visiblement nous contraint dans ce domaine. Et donc des réponses qui étaient assez intéressantes et pas trop caricaturales pour le coup, mais c'est un sujet qui était assez important. Et finalement, la question... on va dire république au sens de la structure du pouvoir. Alors on avait tout un panel qui mêlait de l'hyperprésidentialisation à l'abstention. Comment est-ce qu'on réintéresse les gens à l'acte de vote ? On a dit souvent que les gens sont très politisés en fait, mais il y a quand même une grosse abstention, donc ça posait beaucoup de questions. Et donc là, il y avait un panel de sujets qui étaient abordés. La 5e, comment la réforme, comment éventuellement on en fait une 6e. La primaire populaire, évidemment, qui a le pouvoir. Enfin, toutes ces questions-là étaient récurrentes, et pas que dans le rapport au chef de l'État, mais aussi par rapport à tous les autres élus qu'on croise dans nos vies, que ce soit les maires, etc. Alors, Tristan vient de le dire, avec cette idée de la République, un autre truc qui nous a semblé un peu passer à travers tous les sujets, c'est le rapport qu'on a, nous, à gauche, à l'organisation de la société, alors qu'à droite, ça serait plutôt la société s'organise par le marché, la concurrence, et c'est tous les uns contre les autres. Nous, c'est plutôt, on s'organise en groupe, en institution, en collectivité, à travers l'État. Et donc, en fait, c'est ce rapport à l'État, au service public, et donc à la démocratie, qui a été très présent. Si le festival est organisé à la Charité-sur-Loire et pas à Paris ou dans une grande métropole, c'est pas pour rien aussi. Donc évidemment le thème de la ruralité, de la mobilité entre les grandes villes et les territoires qui sont complètement, ou en tout cas qui se sentent complètement abandonnés aujourd'hui, est beaucoup revenu. Et donc voilà, cette question de la place de l'État, alors on a aussi parlé de la police, de la justice, etc. C'est comment se dire que nous, en faisant du collectif, on sert l'intérêt général, et on a eu, après les décennies de libéralisme, de néolibéralisme qui viennent de s'écouler, un État qui a été complètement perverti pour être mis au service du pouvoir, au service du marché. Et donc c'est comment on se réapproprie ce qu'on est en fait en tant que citoyens français qui travaillent ensemble. Et du coup, ensuite, il y a un autre sujet qui est beaucoup ressorti et dont on a dit qu'il avait été peut-être trop peu présent dans les débats jusqu'ici, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Et puis en fait, même tout au long de la vie, on a parlé, il y a par exemple la baisse du temps de travail pour permettre de se former plus souvent, de mieux participer à la vie politique. Il y a eu la question beaucoup de l'enseignement supérieur, de la place de l'étudiant, où après, alors notamment la crise sanitaire, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont sentis abandonnés, qui l'ont été, il faut le dire, et donc repenser la place des jeunes et le rôle de l'éducation, le rôle de l'enseignement supérieur dans la vie de chacun, et pour aussi reconstruire la conscience politique et un meilleur débat public. Alors du coup, pour finir, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était la forte demande des citoyennes et des citoyens que la gauche se ressaisisse des questions économiques et qu'elle fasse des propositions très concrètes sur le temps de travail, le contenu et le sens du travail, qu'elle apporte aussi des mesures pour amener les entreprises à contribuer à l'intérêt général et à développer une culture de la citoyenneté économique en intégrant les solutions de l'ESS, des coopératives, en proposant une finance responsable, en adaptant la fiscalité aussi à l'impact social et environnemental des entreprises,
En gros, il y a une attente de propositions en rupture avec le libéralisme et la politique d'Emmanuel Macron, des propositions qui redonnent du pouvoir aux salariés, du sens au travail, un travail comme source d'épanouissement et non plus d'aliénation, de faire en sorte que les entreprises contribuent à la justice sociale et environnementale. Merci beaucoup à vous quatre. On voit que c'est très riche, que les priorités restent quand même assez nombreuses. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions? Vous avez tous assisté, je pense, au moins à une audition citoyenne. Vous venez d'entendre ce regard sur ces auditions citoyennes. On va faire circuler les micros dans la salle et circuler la parole. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions. Alors je crois qu'il y a la personne derrière vous qui vous apporte le micro. Bonjour, très rapidement, voilà, merci à tous les quatre et je partage notamment je veux juste réappuyer un petit peu sur l'école, l'éducation, sur le fait qu'il y a eu effectivement, je pense, depuis l'année dernière, l'année dernière, c'était présent aussi. J'ai l'impression que ça a été assez discuté là pendant ce festival. Je suis voilà, je suis très content de ça et puis je pense que l'école est vraiment un espace, l'espace qui va nous permettre de construire le futur. Enfin, c'est évident que c'est un lieu pour construire la démocratie, pour construire les esprits critiques. Que je pense que là telle qu'elle est, il y a beaucoup de choses à changer, à faire évoluer. Et voilà, simplement dire que le camarade parlait de fait qu'il fallait prendre l'école la prendre en compte du plus jeune âge à l'université. Et donc voilà, je pense que au moment où on parle de l'abstention des jeunes, etc., le jour où on aura dans les écoles maternelles, dans les classes, des enfants qui délibéreront de comment on va investir le budget de la coopérative, que ce soit dans un toboggan, dans un animal de compagnie, dans les plantes pour la classe, eh bien ces mêmes enfants se mobiliseront quand il y aura des échéances électorales. Voilà, merci. J'en ai une ici. Très bien. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de fond pendant ce week-end. On a aussi parlé un petit peu de stratégie. Il y a un débat qui n'est toujours pas tranché de ce dont on va parler ce matin, je pense. C'est unité ou pas unité. Et les débats sont très tranchés aussi à ce niveau-là, parce qu'on a eu Benoît Hamon, par exemple, qui nous a expliqué que s'il y avait plusieurs candidats au premier tour, c'était mort. Et on a eu l'avis complètement inverse, notamment par Clémentine Autain, qui dit « mais nous, on a un programme et c'est aux autres de s'aligner derrière notre programme ». Donc la question n'est pas tranchée, en fait. C'est pour ça qu'on est là, je pense. Ça fait partie des sujets qui seront abordés ce matin. Merci de les remettre sur le feu. Oui. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, j'étais enchanté, moi, de participer, de voir tous ces jeunes qui seront avec nous, la participation féminine, à toutes ces initiatives, la richesse qui est présente à tous les niveaux. Bon, je m'en réjouis. Maintenant, bon, par rapport justement concrètement à 2020, j'ai une vision, tout simplement, qui ne sera peut-être pas très optimiste. Bon, mais qu'il faudra prendre en compte, ce qui n'est pas souhaitable, mais qui est le plus probable, c'est la défaite. C'est-à-dire que chacun va aligner 6 à 8 à 10%, en espérant qu'il n'y en a pas un qui dépasse plus les autres pour revendiquer le leadership dans la gauche. Préparons déjà ensemble le tédéum d'une certaine gauche qui va faillir. Préparons déjà la résurrection de la gauche, notamment dans le combat aux législatives. À partir des mouvements citoyens, la gauche est morte, une certaine gauche est morte. Préparons la gauche citoyenne qui aura tous les espoirs devant elle. Je vois qu'il y a un monsieur qui lève la main au fond. Je peux me permettre de dire que j'en ai un peu marre qu'il n'y ait que des hommes, s'il n'y a pas une femme pour prendre la parole. Mais s'il n'y en a pas, avec plaisir, bien sûr. C'est pas la question. Mais je fais un appel, du coup. Oui, c'était aussi pour râler, en fait. Donc, enfin, je ne sais pas si ça va peut-être un peu trancher avec tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, mais personnellement, j'étais aussi là l'année dernière et je trouve que c'est un peu affligeant, en fait, la manière dont les choses se passent ici. Il y a une
espèce d'entre-soi, là, je sais pas, on se regarde tous, là, il y a une espèce d'énorme narcissisme, une absence d'autocritique par rapport à ce narcissisme-là. Alors, il y a des bonnes intentions à afficher, hein, on essaie de donner... Alors, les femmes, si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, ça serait bien, parce que sinon, il n'y a pas de femmes qui parlent. Enfin, les jeunes, ça serait bien si vous preniez la parole, parce que... Il y a tout un tas de trucs comme ça, mais à la fin, on se retrouve avec des mecs blancs de plus de 50 ans, plantés au milieu de la salle, là, à qui on vient poser des questions, et qui doivent nous répondre sur comment ça va se passer dans l'année qui vient. Aucun retour critique sur les 40 dernières années, aucun retour critique, aucune séance d'autocritique. Genre, rien du tout. Qu'est-ce que ça a été les années Mitterrand? Qu'est-ce que ça a été, je sais pas, qu'est-ce qu'on retient de Jospin? Qu'est-ce qu'on retient de Hollande, tout ça? Rien du tout. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu dingue. Il n'y a aucune vision passé, présent, futur. Où est-ce qu'on va vraiment au-delà de la... Enfin, je sais pas. Et les rapports de force dans tout ça, où est-ce qu'ils sont? Enfin, je veux dire, à un moment donné, tous les gens qui essaient d'être élus, ils sont pris en permanence dans des rapports de force. Ils le savent. C'est leur quotidien, en fait. Et en fait, on n'en parle pas. On les analyse pas. Enfin... Les luttes, on est bien content de dire bah oui, il y a des gens qui vont sur le mouvement climat, il y a des gens qui vont... Mais en fait, les gens qui font les luttes, on ne les fait pas parler ici. Alors que c'est là que ça se construit, en fait, c'est là que les idées, les belles idées, elles naissent pas de nulle part. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire là, dans les années 70, si je parle juste de l'écologie, je ne veux même pas parler du social, mais si on pourrait parler du social, mais dans les années 70, tant au niveau social qu'au niveau écologique, mais tout ce qu'on dit là, les grandes idées là, depuis le haut vers le bas là, en fait, depuis le bas, elles étaient déjà là il y a 40 ans, 50 ans. Donc, je sais pas, j'appellerais tout ce beau monde-là à arrêter de se regarder dans un entre-soi, à arrêter de se réunir comme ça, comme il le fait, en essayant de se dire on existe encore, et à peut-être 2 secondes penser qu'il faut faire autrement vraiment, c'est-à-dire peut-être déserter un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à certains endroits. Hein. Moi-même, je ne vote pas, mais je me retrouve certainement dans mes luttes 2 fois à faire alliance avec des gens qui sont élus, avec des députés, avec des gens qui sont élus locaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais à un moment donné, je ne sais pas, faut prendre du recul, quoi. Ou je ne sais pas, retravailler, savoir qu'on peut discuter autrement qu'avec 5 personnes avec un micro qui parlent à tout le reste là et qui sont là en train d'attendre de pouvoir prendre la parole, mais en fait, il n'y a pas de pensée là. Je veux dire, les murs de l'Agora, les murs de cet endroit-là, il n'y a pas un endroit où il y a des cartes où on peut penser. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire là, tout est vide, quoi. C'est comme si le passé, le futur. Bon, voilà, je tourne en boucle, je m'arrête là, mais. Merci beaucoup. Alors, au risque de rajouter une couche par rapport à ce que vous venez de dire, je suis ravie de donner la parole maintenant à Louise. Merci. Ça va être très bref. Je veux dire que je trouve que les échanges sont une grande violence depuis 3 jours. Il y a beaucoup de tensions, que les gens se parlent relativement mal tout de même. Et je trouve ça très dommage. Et voilà, monsieur qui vient de prendre la parole, je trouve que c'est vraiment symptomatique et typique de ce qu'on a entendu depuis 3 jours. C'est des injonctions et des prises de parole assez violentes. Il y a peut-être des manières de parler plus calmement. Bon, on a eu plein de temps d'échange dans la cour, on aurait pu se parler plus. Alors effectivement, il y a peut-être quelque chose à revoir sur le format pour créer plus de discussions et de croisements de groupes qui viennent effectivement en groupe et chacun avec les personnes qu'on connaît. Mais en soi, c'est difficile quand même de pointer du doigt des initiatives qui existent, et surtout dans des temps aussi durs qu'en ce moment. Voilà. On va prendre encore on prend encore 1 ou 2 questions et on va s'arrêter parce que sinon on n'aura pas le temps d'aller au bout de cette séance plénière. Oui, merci. Je voulais juste réagir par rapport à ce que monsieur a dit et par rapport à Louise. Je pense que oui, en effet, c'est assez violent. Je comprends votre colère, je comprends votre désarroi. Je ne sais pas si vous étiez à la conférence hier sur la colère et la joie avec Patrick Vivray et Claire Lejeune. Peut-être que c'est intéressant de pouvoir un peu réfléchir à tout ça. Je ne suis pas d'accord par rapport au fait qu'on ait un entre-soi. Là, il y a des gens qui viennent de Bordeaux, de Paris. Comment ? Oui, non, bien sûr, mais je suis pas sûre, c'est assez violent ce que vous dites là. Je trouve que voilà, il y a des jeunes, il y a beaucoup de, j'ai vu et j'ai envie de donner une note d'espoir. J'ai vu beaucoup de soutien entre certaines personnes, entre les enseignants, entre beaucoup de corps de métier qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes constats. Et donc je pense que au lieu de partir dans une politique encore violente. Voilà, je suis un peu déçue par rapport à ce que monsieur dit, mais bon, c'est pas grave. Merci.
Oui, merci. Je voudrais dire que moi, je ne partage pas le sentiment de violence là, qui a été exprimé. J'ai participé à la quasi-totalité des débats sur les aspects politiques. Moi, j'ai entendu des gens qui discutaient, mais je n'ai pas entendu de violence. On peut avoir des avis différents. Moi, je pense en revanche qu'il faut qu'il y ait de la conflictualité dans les débats politiques. Mais la conflictualité, ça peut être aussi civil, ça peut même être fraternel. Enfin, je veux dire, c'est pas on a pas besoin de se taper dessus, mais on peut effectivement débattre assez vivement d'un certain nombre de choses. Donc moi, je n'ai pas ressenti ça du tout. J'ai participé aux précédentes éditions du festival. Je trouve que c'est plutôt plus intéressant cette année que les autres. Ça ne tient pas, c'est de plus en plus intéressant même, je voudrais dire, et ça ne tient pas uniquement, peut-être pas principalement d'ailleurs, au fait qu'on est dans une année électorale. Je voudrais simplement conclure sur une chose. Moi, je suis intervenu à plusieurs reprises sur l'aspect économique. La jeune camarade qui a résumé les choses sur l'aspect économique tout à l'heure l'a fort bien fait. Je trouve qu'effectivement, le pouvoir, il est là où il y a de l'argent. C'est assez simple et c'est à partir de là qu'il faut qu'on cogite. J'ajouterai un petit mot aussi, c'est que je pense depuis le début qu'on est normalement dans un festival des idées, pas dans un festival des programmes. Un festival des programmes, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce n'est pas ici qu'il faut que ça se fasse. C'est un festival des idées. Donc, débattons d'idées. Et une dernière chose, un élément de contexte. Le sujet d'actualité ce matin dans les radios, y compris la radio publique, c'est un milliardaire américain qui se lance dans l'espace avec beaucoup de milliards pour cette opération et beaucoup d'inscrits pour ces opérations suivantes. Je trouve que par rapport à ce dont on débat, par rapport à l'avenir de la Terre, par rapport à la répartition des richesses, par rapport à la question du pouvoir économique, c'est quand même une sacrée, j'allais dire, retombée sur Terre pour nous. À la limite, s'il ne retombe pas sur Terre, ça ne me gênera pas. Non, je cherche le micro, pas la dame. Je voulais juste rebondir sur le fait que moi, personnellement, c'est la troisième édition. Non, la première, j'ai loupé. La deuxième édition. Effectivement, je trouve que c'est de mieux en mieux. Et puis, contrairement à ce qui a été dit sur le côté... comment dire, il ne se passe rien, on est dans un entre-soi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je veux renchérir sur le fait qu'on est dans un festival des idées. Et moi, ce qui me plaît particulièrement dans ce festival, c'est le côté intergénérationnel. Et c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens que je ne connaissais pas 3 jours avant et avec lesquels j'ai pu entrer en contact et avoir des vraies conversations, pas simplement il fait beau, mais des conversations profondes et intéressantes et riches. Pour peu qu'on soit un peu curieux et qu'on soit un peu à l'écoute des uns des autres, on apprend des parcours qui nous étonnent parce que ce ne sont pas nos parcours à nous. Donc on apprend des choses, on prend contact, on sait que telle organisation existe, que telle association fait tel travail, que telle personne a pris telle initiative dans son territoire et a agi pour telle cause. Et donc pour peu qu'on prenne des notes, qu'on s'en souvienne, qu'on accorde de l'attention à toutes ces personnes-là, au contraire, on est en train de construire quelque chose de riche et c'est dans le fait que ce festival pourra perdurer, que les gens continueront à venir, qu'on finit par mieux comprendre les préoccupations de chacun, à la fois les engagements politiques, les engagements associatifs, mais aussi les vies de chacun. Et pour moi, ce festival, il est très important à cause de ça, parce que ce sont des échanges et des idées que naissent ensuite les actions, chacun dans son coin. C'est ça qui donne envie, en fait. Ça stimule. Et ça permet de comprendre. Par exemple, moi, je ne suis pas économiste. Bon, j'ai adoré. Je l'ai fait de chez moi parce que j'ai des festivaliers qui sont hébergés chez moi, donc j'avais des choses à faire. Et j'ai écouté le débat sur la dette publique. Mais ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, je vais chercher, je vais comprendre, j'utilise ma curiosité. Donc non, ce festival, il a sa raison d'être.
Alors, je vois encore des mains qui se lèvent, mais je suis désolée pour le coup, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête pour pouvoir passer à la séquence suivante. Donc, profitez effectivement du cloître et de ce lieu magnifique pour poursuivre, comme le disait la dame, les échanges constructifs. Moi, ce que j'entends aussi, c'est exprimé de manière différente par les uns et les autres, mais je crois que monsieur, vous évoquiez l'échéance électorale quand même majeure qu'il y a devant nous. Je pense aussi tout simplement que c'est l'expression de l'inquiétude aussi qu'on entend ici. Mais au-delà de l'inquiétude, et ça me permet de faire le lien avec la prochaine séquence, je pense qu'il y a des motifs d'espoir et on a voulu ce matin donner la parole à des initiatives citoyennes. Alors, toutes ne sont pas là, bien sûr, parce qu'elles sont nombreuses et tant mieux. Mais je crois que c'est aussi le témoignage d'un vrai désir d'engagement et je trouve aussi d'engagement concret, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de la volonté et puis de l'appel. Je trouve qu'aussi il y a des vraies réalisations et c'est un peu là-dessus voilà, qu'on souhaitait vous entendre ce matin. Alors je vais commencer dans l'ordre avec l'école de l'engagement qui travaille notamment sur la place en fait, des classes populaires dans l'engagement politique. Et en fait la question que je vais vous poser finalement à tous, autant que vous êtes ici, c'est de savoir un petit peu quel est le sens de votre action et comment ça fait sens par rapport au chemin vers 2022. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour cette introduction puisqu'on pense aussi que l'école de l'engagement, qui est une initiative toute jeune, on s'est réunis pour la première fois le week-end dernier à Montpellier, est aussi un motif d'espoir. Et donc on est certes petit poussé sur cette estrade à côté d'initiatives magnifiques qui ont été prises et qui vont être présentées juste après, mais je voudrais revenir d'abord sur la genèse de l'école de l'engagement et ensuite sur ce qu'on est en train de faire et en quoi enfin ça peut alimenter peut-être le combat culturel que vous êtes en train de mener aujourd'hui sur la représentativité de notre système politique et l'engagement des classes populaires au sein de ce système politique. L'école de l'engagement, elle est née d'un double constat. Le premier constat, c'est que les Français, en particulier ceux issus des classes populaires, les ouvriers, les employés, ne se sentent plus représentés, pour beaucoup, par leurs représentants. Quand ils ne se sentent plus représentés, ils peuvent parfois décider de s'abstenir, et on les qualifie alors de mauvais citoyens, ou alors ils peuvent aussi décider de s'exprimer avec leurs mots, parfois de manière véhémente, c'est peut-être ça aussi l'esprit français, et on les qualifie alors de fauteurs de troubles, de Gaulois réfractaires, sans être à l'écoute de la colère ou de la détresse qu'ils souhaitent exprimer en manifestant leur colère. Donc je vous invite tous, en rentrant de la Charité-sur-Loire, après un merveilleux week-end, et encore merci aux organisateurs pour ce festival, c'est vraiment un grand motif d'espoir, merci à vous. Je vous invite à faire un petit exercice pratique en rentrant Alors, chez vous. je me permets, au risque d'être staccanoviste, vous avez 3-4 minutes chacun. En fait, un exercice pratique, vous allez retrouver votre compagne, votre compagnon, qui va peut-être vous exprimer le fait qu'il s'est senti seul pendant votre départ, peut-être que sa vision de l'avenir est particulièrement morose, peut-être que cette personne est triste, et répondez-lui, je ne te trouve pas extrêmement force de proposition ici. À mon avis, vous allez finir tout seul à regarder Karim Rissouli sur France 5 en mangeant votre riolet ce soir. Donc vraiment, pour nous, le mouvement des Gilets jaunes a été un révélateur du divorce et de la froideur technocratique entre finalement ceux qui nous dirigent et ceux qui sont représentés. Le deuxième élément qui nous paraît important, c'est que les Français, en particulier issus des classes populaires, ne sont plus représentés. Puisque si on regarde la composition de l'Assemblée nationale, par exemple, vous avez 80% des députés qui sont des cadres, alors que 80% des Français ne le sont pas. Donc ça, c'est la genèse de l'école de l'engagement. Sur qu'est-ce qu'on essaie de faire, une fois qu'on a fait ce constat, et vous êtes nombreux à l'avoir fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire de manière concrète pour changer les choses? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une école
en accueillant 28 élèves issus des classes populaires. On a Paul qui est chaudronnier, on a Julien qui est soudeur, on a Mamadou qui est ici, qui est éducateur, on a Noah qui est employé dans une compagnie d'assurance, on a une tapissière, on a une employée une boulangère. Et donc ces gens, ils vont recevoir pendant 6 mois des cours gratuits, en physique et en virtuel, comme on dit, sur comment s'engager. Comment s'engager, ça passe par des savoirs fondamentaux, l'histoire, la science politique, l'économie, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et aussi des savoirs pratiques. Comment gérer une campagne, comment comprendre le budget d'une collectivité, comment rédiger des amendements, comment prendre la parole en public. Et à l'issue de leur scolarité, ils seront amenés à réaliser des projets concrets pour les autres, de manière désintéressée, sur leur territoire. Et pour cela, ils seront accompagnés par des tuteurs, au bout des 6 mois de formation, qui les aideront à réaliser leurs projets concrets. Et donc, je vous invite aussi à me contacter ensuite si vous souhaitez devenir tuteur. Et juste un dernier point sur en quoi est-ce que cette initiative, je pense, informe le combat culturel que nous devons mener. À mon avis, le rôle de la gauche et des forces progressistes d'émancipation collective et individuelle, ce n'est pas uniquement de représenter les classes populaires, de parler à leur place, mais c'est aussi de leur donner la parole, de leur donner les outils pour se représenter elles-mêmes. Donc, à cet égard, je suis vraiment très heureux d'être sur cette estrade et je me mets tout à fait dans le panier que je vais décrire dans 30 secondes. Mais sur cette estrade, il y a des gens qui essaient de faire des choses concrètes. Mais j'ai fait mes devoirs de vacances avant de venir. On totalise, on est donc 7, on totalise 42 années d'études supérieures sur cette estrade. 42 années. Un Français sur 2 n'a fait aucune étude supérieure. Et donc je pense que aussi, ça doit nous informer, ça doit nous interroger sur qui prend la parole et comment la prendre. Et c'est pour ça que j'aimerais, pour la partie de questions qui va s'entamer dans quelques secondes, aussi donner la parole à Mamadou, qui est éducateur dans le 94, qui a fait l'aller-retour aujourd'hui en voiture pour être devant vous et pour partager avec vous son ressenti du terrain, ses échecs, ses envies, ses idées et aussi ses rêves. Et donc je sais c'est sa première prise de parole en public, il est extrêmement stressé, mais je vous serais gré de l'applaudir un petit peu et de lui faire une place sur scène. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'être assez efficace dans la prise de parole pour que tout le monde puisse parler. J'ai combien de temps? Dites-moi. Moins 2 minutes. 2 minutes? Je plaisante. Non, mais, par contre, pour que tout le monde puisse parler. Je vais rester debout pour que tout le monde puisse me voir. Donc, je m'appelle Mamadou, j'ai 34 ans, je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue, je vis en banlieue, j'ai eu mes enfants en banlieue. Mon engagement associatif, merci, c'est gentil. Mon engagement associatif, il commence à l'âge de 15 ans avec l'entraînement de jeunes issus de mon quartier que j'avais envie de faire sortir pour qu'ils voient autre chose et qu'ils puissent se mélanger et qu'ils puissent découvrir autre chose et proposer à ces enfants-là de pouvoir se confronter à la vie réelle et sortir du quartier. Donc j'avais une Clio et j'en mettais 9 dans ma Clio. Donc pour que vous puissiez imaginer un petit peu le nombre d'enfants que j'avais. Ça s'est poursuivi avec des engagements associatifs, avec des mamans de mon quartier. C'est une association qui existe encore, qui est située à Villeneuve-Saint-Georges. Et je leur passe un grand bonjour aujourd'hui. C'est Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs. Et donc j'ai été avec eux pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai une association d'accès aux droits pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Et donc voilà pour mon parcours, pour faire rapide. Je me suis engagé dans l'école de l'engagement suite aux dernières municipales en 2020, où ça a été une découverte pour moi. La politique, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas, en banlieue, on n'a même pas de carte d'électeur. Donc vous imaginez notre point de départ. Il y en a, ils ont une carte, elle reste dans la poche. Nous, il n'y en a pas. Donc, ça ne nous intéresse pas.
Donc faut faire avec. Et donc je me suis engagé en 2020. Et au retour de cette campagne qui a été extrêmement violente pour moi, je me suis dit qu'il fallait que je sois armé. Que je ne pouvais pas, si je voulais m'engager et être moteur et donner et susciter de l'envie, il fallait que je puisse avoir les outils pour comprendre ce monde-là et pas me noyer dedans et pas y perdre la tête. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ma candidature, sans vraiment y croire, je vous avoue. J'ai balancé ma candidature et j'ai eu l'agréable surprise d'être sollicité, de répondre au questionnaire et de pouvoir intégrer l'école qui va me permettre et qui va nous permettre à l'ensemble des personnes qui sont avec moi de pouvoir nous engager de la manière qu'on veut, où on veut, sans contrainte et d'être soutenu. Et je remercie Yannick et son équipe parce que c'est vraiment quelque chose de formidable pour nous, sinon on n'aurait jamais eu les moyens de pouvoir le faire. Dans la continuité, aujourd'hui, les jeunes, les quartiers populaires, comme on les appelle, on ne s'est pas défini comme ça, on nous appelle comme ça, et je pense que ça peut être déjà, en termes de réflexion, quelque chose d'intéressant à creuser, parce que l'autodétermination, elle commence là, à pouvoir se définir par soi-même. Et nous, on n'est pas définis par nous-mêmes. C'est nous qui devrions pouvoir choisir comment on s'appelle. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Pour faire court, pour faire très très court, j'ai une seule question et j'aurais besoin de 2 ou 3 réponses. On imagine, 2026 arrive, vous vous présentez dans ma ville, à Villeneuve-Saint-Georges, 30 000 habitants, 5% de CSC+. Quelle est la première mesure que vous faites? Juste 2-3 personnes, la première mesure que vous faites. Vous avez un budget illimité. Je dirais que je réformerai l'éducation. Une autre réponse, s'il vous plaît. On crée un comité citoyen tout de suite pour assister au conseil municipal, voire le remplacer à terme. Monsieur ? Je recense le nombre de cages d'ascenseurs en panne. Je fais revenir des peintres en beaux-arts, hein, bien sûr. Merci beaucoup pour vos réponses. On a discuté, on m'a posé cette question. Et au vu de mon expérience, petite soit-elle, la première chose que je fais, c'est de proposer des petits déjeuners aux enfants. Parce que vous, et ça c'est universel, demain, si vous voulez apprendre ou si vous voulez travailler, je vous mets au défi de le faire avec le ventre vide. Je vous mets au défi de le faire. Donc du coup, la première mesure que je prendrai, c'est de pouvoir offrir à chacun des enfants qui viennent dans la ville où je suis, et en fonction de ce que j'ai repéré, de leur permettre de pouvoir accéder sereinement à l'apprentissage. Et ça, on ne peut pas le faire le ventre vide. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette parole, je pense qu'elle était vraiment nécessaire et assez illustrante. Par ailleurs, pardon, je marche sur les téléphones. Je vais vous demander néanmoins d'être vraiment succinct pour que chacun puisse s'exprimer, parce que sinon j'ai peur que ça devienne difficile. Je vais laisser la parole maintenant à tous élus. Donc vous avez travaillé sur les oubliés de la démocratie à travers 3 idées, 3 valeurs fortes. Merci. Bonjour tout le monde. On a donc en 2018, dans un constat qui a déjà été présenté par Yannick, que je ne vais pas représenter puisqu'il faut être un petit peu concis, dans un constat d'abstention massive chez les jeunes, un groupe d'amis plutôt des gens qui ressemblent à ceux qui sont ici aujourd'hui, qui s'intéressaient à la démocratie, qui avaient envie de faire avancer les choses, qui se sont mis à faire des raclettes démocratiques. On a parlé dans une des conférences de puissance de l'individu et puis du collectif, de l'action collective. Je pense que ces raclettes, elles ont finalement inspiré un mouvement qui s'est lancé après ça, qui s'est donc appelé Tous élus, un mouvement apartisan
de citoyens, national et participatif, avec pour objectif de régler un des problèmes de l'abstention qui est la non-représentativité en politique, dont tu as parlé. On a pour cela lancé une première formation, donc pour le coup en 2018, qui a duré 2 ans, pendant laquelle on a formé 3000 personnes, citoyennes, citoyens, avec une moyenne d'âge de 32 ans, donc ça allait de 18 à 82 ans. Il y en a 200 qui se sont présentés au municipal de 2020 et il y en a 85 qui ont été élus. Un conseiller municipal de 18 ans, le vice-président, un des vice-présidents de la métropole de Lyon, des personnes dans le 93, des femmes, et d'ailleurs des femmes qui se sont retrouvées dans le programme Investi, dont Sophia nous parlera tout à l'heure. Ça, c'est les résultats concrets qu'on a obtenus en 2020. On s'est dit, on tient quelque chose, on est 100% bénévoles, et pourtant on a réussi, en fait, finalement, un miracle. Redonner espoir aux jeunes, remettre de la diversité dans les institutions, faire élire des gens en fait, qui n'avaient jamais été candidats et qui n'avaient jamais été élus. On a renouvelé le processus pour les régionales, on a des gens qui commencent à nous répondre et à nous dire qu'ils ont été élus aussi. On a recommencé pour les législatives, on vient de finir de former 300 personnes et on recommence en septembre pour en former 277 restants, pour en avoir 577 qui seront prêts à se lancer pour 2022 pour les législatives. C'est comme ça que nous, en fait, on a choisi de porter notre pierre à l'édifice pour 2022, ouvrir l'espace à ceux qui ont envie de se lancer, leur donner les outils, les tremplins, parce qu'on y croit, on pense que le problème de la représentativité est une des raisons de l'abstention, mais pas la seule. Voilà, on est prêt, on a besoin de soutien, on a besoin de gens pour voter pour ces personnes-là, on a besoin de place aussi, que les partis fassent de la place à ces personnes, que les investitures se renouvellent. Des idées, le Festival des idées, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples aussi concrets, je pense, dont on peut s'inspirer. J'ai terminé. Merci beaucoup. J'enchaîne du coup avec Ensemble sur nos territoires. Donc vous fédérez des élus très engagés dans les territoires par définition. Est-ce que vous pouvez de la même manière nous éclairer sur le sens de tout ça par rapport au chemin vers 2022 notamment? Merci. Et donc, je vais tenir mes 3-4 minutes pour que tout le monde tente de s'exprimer. Moi, je voudrais dire d'abord qu'on est très heureux ensemble sur nos territoires d'être ici, d'avoir soutenu le festival, d'avoir fait une journée spécifique vendredi sur les territoires avec des échanges riches et que c'est à renouveler. Et qu'on peut peut-être se dire que tous les ans, ça vaut le coup qu'il y ait une journée des territoires ici. Très vite, moi, il y a un entre-soi ici. Il y a un entre-soi de militants, politiques, associatifs, syndicalistes qui ont envie de discuter. Ça, c'est clair. C'est même le sens de ce festival. Mais il n'y a pas d'entre-soi générationnel. Il y a encore quelques hommes mâles, blancs de plus de 50 ans qui traînent, mais ils ne sont pas si majoritaires, il faut le dire quand même. Il n'y a pas d'entre-soi idéologique, parce que les échanges montrent bien, et c'était quand même le filigrane de ces 3 jours, qu'il y a des différences d'analyse entre l'ensemble des sensibilités de la gauche, et que je considère donc qu'il est extrêmement précieux d'avoir ce moment, et merci Guillaume, merci Christian, merci toute l'équipe. On a besoin du Festival des idées, vraiment. Après, en termes de format, quand même, c'est vrai qu'il y a des problèmes de format. Hier soir, au Charleston, on n'a pas pu tous rentrer. Le Charleston est trop petit, et pour un jeune de mon âge, ouvrir les portes de la nuit, c'est quand même important. Donc si vous pouvez faire quelque chose sur ce format-là, ça me semble absolument essentiel. Maintenant, Ensemble sur nos territoires, c'est un mouvement, une association objet politique un peu non identifiée, où adhèrent des élus locaux de différentes sensibilités, la plupart non encartés, mais on accepte évidemment les élus encartés, des réseaux déjà constitués comme Territoire 44 par exemple, dans mon département de Loire-Atlantique. Et ce qui nous fonde, c'est de porter la transition écologique, sociale, démocratique, c'est de l'ancrer dans les territoires, parce que sans les territoires, prenons simplement la question du climat, sans l'action territoriale, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre, nous ne tiendrons aucun de nos objectifs nationaux et derrière les objectifs internationaux que sous-tendent les accords de Paris. Donc il faut vraiment mettre les territoires au cœur. Et nous portons aussi très clairement, et c'est pour ça évidemment qu'on est là, le fait qu'il faut rassembler la gauche et les écologistes. Et effectivement, et je rejoins Benoît Hamon, si on a 3 ou 4 candidats à la présidentielle, la sanction des électeurs de gauche et de l'écologie sera redoutable et ils ne nous le pardonneront pas, moi j'en suis absolument convaincu. Donc à partir de là, j'ai évidemment pas le temps de développer, on a une journée très productive
Clairement, nous, on s'inscrit dans le renforcement de l'action territoriale, du bloc communal comme des régions, sur le plus d'autonomie pour ces territoires, avec y compris les leviers qui vont avec. Et c'était un débat passionnant et complexe. Donc on est aussi avec ce présupposé idéologique nous concernant. Et il ne fait pas consensus, on l'a vu dans la séance de restitution, mais le travail a été suffisamment riche pour qu'on puisse prendre l'engagement de mettre sur notre site, ensemble sur nos territoires, et de nourrir les journées d'été des uns et des autres où nous allons être invités, avec une proposition structurée complète, nourrie, des échanges vraiment très intéressants qu'on a eus. Donc je ne la détaille évidemment pas, vous la retrouverez sur nos sites, et pour ceux qui participent aux différentes journées d'été, on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais conclure avec une intervention, des interventions qui nourrissaient les auditions des candidats et responsables politiques. Vous avez, on ne s'était pas coordonné, pris quelqu'un de Savenay. Savenay, c'est dans mon département, en Loire-Atlantique, et il se trouve qu'aux dernières élections départementales, les deux élus de ce canton sont deux élus de Territoire 44 qui fait partie d'Ensemble sur nos territoires. En Loire-Atlantique, on a gagné des cantons. La gauche et les écologistes, on est plus fort qu'avant les élections. Dans les Côtes d'Armor, où il y a eu union, on a regagné les Côtes d'Armor. Dans le Finistère à côté, où il y a eu des unions, on a perdu le Finistère. Si on a besoin de voir concrètement comment ça se passe réellement, si on a besoin de démontrer l'intérêt de l'Union, prenez les Côtes d'Armor et le Finistère, c'est plus précis, concret qu'un grand discours. Donc ça, je pense qu'il faut dire à quel point on a besoin de cette union, dire aussi à quel point, parce qu'on a senti les divergences, au-delà des tactiques des appareils, qu'on a, et ça va être la question, puisque tu nous as demandé de nous mettre en perspective aussi par rapport à la primaire populaire, on a besoin de se dire qu'il y a deux manières de faire la synthèse. Soit on prend le plus petit dénominateur commun de chacun, et ça fait des programmes FAD et derrière des politiques publiques FAD, soit on essaye de voir dans chacune des sensibilités qu'est-ce qui est le point le plus important pour chacun. Et on fait une synthèse, parce qu'il faut synthèse qui est une synthèse des plus grands dénominateurs et de ce qui est le plus important pour chacun. Je crois qu'à travers le Festival des idées et à travers ce qui va suivre dans les toutes prochaines semaines qui vont être déterminantes, c'est cette méthode de travail en commun qu'il faut mettre sur la table, et la question du candidat doit être secondaire par rapport à ça. C'est pas gagné, on a bien vu les divergences, mais il faut vraiment tenter ça. Et cette personne de Savenay que vous aviez choisie, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit « Je suis dans les laissés pour compte ». Ça n'était pas quelqu'un de précaire, c'était même pas quelqu'un qui était dans les 2 premiers ou derniers déciles, suivant la manière dont on regarde. C'était probablement une petite classe moyenne. Ces petites classes moyennes, nous ne leur parlons plus. Nous ne leur parlons pas de pouvoir d'achat, qui est un mot quasi un peu tabou. Il n'est pas dans votre programme pour l'instant, mais c'est une question importante. Il faut absolument aller à cette reconquête. Et pour cette reconquête, je reviens à mes élus de Territoire 44 qui ont été élus sur ce canton, ce sont des maires. Je pense que, et c'est le sens d'Ensemble sur nos territoires, de fédérer tous ces élus, ces maires, ces élus sont aujourd'hui au contact de ces petites classes moyennes ou classes populaires, col blanc, col bleu, peu importe comment on les définit, qui ont quitté la ville-centre, mais où tous ces élus les connaissent bien, connaissent le ressenti, et on a vraiment besoin de s'appuyer sur ces élus-là, sur ce socle démocratique de ces 500 000 élus, y compris pour générer une proposition politique qui puisse être une proposition politique qui gagne. Et Mamadou, pour finir, parce que c'était le sens de notre travail du vendredi, c'est absolument essentiel, la question du petit déjeuner, y compris la qualité de ce petit déjeuner. Et ce sont les compétences des communes. Mais si, à Villeneuve-Saint-Georges, vous ne posez pas, et nous ne posons pas collectivement, y compris peut-être à une candidate demain, la question de la fiscalité de l'Île-de-France, du maintien finalement de la ressource des entreprises sur la ville-centre et de la difficulté de l'équilibre territorial et de l'équilibre dans la répartition des ressources, si nous ne changeons donc pas profondément les règles de la décentralisation et le cadre des collectivités territoriales, nous n'y arriverons pas, et c'est effectivement modestement le rôle qu'on se donne avec Ensemble sur nos territoires. Je reprends la parole. J'ai manqué à tous mes devoirs, on me le souligne, et vous avez bien raison. Et comme ils ont l'humilité, en plus de ne pas le faire, je reprends dans le bon ordre. Yannick Cabrol, ici, pour l'école de l'engagement. Audrey Fortassin, pour tous élus.
Ronan Dantec, ici pour Ensemble sur nos territoires. Et je donne la parole à Sophia Majnoni pour les investis qui ont travaillé sur la place des femmes en politique. Bonjour à tous, merci. Donc je m'appelle Sophia, j'ai 39 ans. Dans la vie civile, je dirige une fédération professionnelle agricole, qui n'est pas la FNSEA. Et dans ma vie privée, donc le soir et le week-end, je suis une investie. Investie, c'est un groupe de femmes et on a été assez nombreuses à venir ce week-end. Du coup, celles qui font partie d'Investis et qui veulent se lever juste pour vous identifier, allez-y. Donc Investis, c'est un collectif de femmes qui s'est monté l'année dernière pendant le confinement autour d'une question commune. Qu'est-ce qui fait que nous, femmes engagées dans la politique, ou bien à travers des activités bénévoles, ou bien à travers notre activité professionnelle, on ne se lance pas dans la politique électorale? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous fait peur? Pendant quelques mois, on a travaillé autour de ces questions-là. Alors, je ne vais pas toutes vous les lister. D'abord parce que depuis, je les ai oubliées, heureusement. Mais ils sont assez classiques, vous les retrouvez dans toutes les luttes féministes. C'est le sentiment d'illégitimité, la peur de ne pas réussir à gérer sa vie familiale en même temps que sa vie professionnelle et électorale, la peur du harcèlement, qu'il soit sur les réseaux sociaux, mais aussi du harcèlement sexuel. Et face à ces constats-là, on a eu l'idée de construire notre propre parcours de formation avec une perspective, les législatives de 2022. Donc par capillarité, on a agrégé un certain nombre d'énergies féminines. On est parti avec un groupe de 60 femmes à partir de la rentrée de septembre, avec l'idée de se réunir un week-end tous les 2 mois et puis des soirées pour se former à la fois à la stratégie électorale, comment on mène une campagne, comment on agit différemment dans une campagne. Et notamment, on avait cette idée de faire des allers-retours avec nos expériences et nos expertises professionnelles et personnelles. Est-ce qu'on peut aller chercher dans nos activités de campagne associative des idées pour mener des campagnes électorales? On a fait la même chose sur, une fois qu'on est député, comment on agit, comment on se comporte. On a toujours voulu mettre en regard un peu d'innovation. Est-ce qu'on peut faire différemment? Comment on fait de la transparence de façon différente? Comment on rend compte aux gens qui nous ont élus de façon différente? Donc on a travaillé comme ça pendant 1 an, et puis on a rajouté un partage de nos expertises, parce qu'on est 60 femmes qui viennent d'horizons assez différents. Pour le coup, il y avait de l'altérité, qu'elle soit en termes de génération, mais aussi en termes d'horizons sociaux et socio-professionnels. Donc on a partagé nos expériences professionnelles, et on est allé chercher les femmes qui nous inspiraient. Il faut savoir qu'on avait quelques principes. On avait d'abord un principe de confidentialité qui visait à créer de la sécurité et de la confiance dans nos échanges. On avait un principe de 100% féminité. Donc on a fait l'effort intellectuel de n'aller chercher que des intervenantes extérieures qui soient des femmes de pouvoir qui soient donc des femmes. Et on avait aussi comme principe le fait de s'auto-financer et de s'auto-former. Donc cette formation, elle n'a existé que par nos énergies collectives. C'est nous qui montions les modules de formation, c'est nous qui allions chercher les expertes extérieures. Et évidemment, je me rends compte a posteriori que ces expertes nous ont donné de leur temps bénévolement. Personne ne nous a jamais demandé d'être rémunérés pour ce temps-là, et on les en remercie vraiment vivement. À l'issue de ce parcours de formation, sur la moitié des femmes, on a la moitié des femmes qui ont décidé de s'engager dans la politique électorale. On a certaines qui sont parties au départemental déjà, et on salue celles qui ont été élues. Et on en a à peu près un tiers de ce groupe qui souhaite aller aux législatives de 2022. L'autre moitié a envie ou bien de s'engager dans la vie politique, mais non électorale, donc dans les associations, en menant des combats militants, ou bien d'accompagner des campagnes, et elles se le feront un plaisir d'accompagner ceux ici qui le souhaitent, celles plutôt, si c'est possible. Pour conclure, je dirais qu'il y a un sentiment commun qui nous habite, c'est celui de la pluralité. Je n'ai pas parlé des partis dans cette présentation parce qu'on a fait le choix volontaire de travailler à l'extérieur des partis, donc à côté des partis, mais pas contre les partis, notamment parce qu'on faisait le constat que les partis n'avaient pas été capables de gérer ces freins dont je vous ai parlé au début, d'apporter des solutions qui nous rassuraient en fait. Donc on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on s'opposait à l'existence des partis, mais on voulait construire notre chemin à côté. On m'a amené le livret d'apprentissage. En fait, tout le travail qu'on a fait, on a souhaité le rendre public pour que d'autres promotions de femmes puissent s'organiser à leur tour
pour se préparer à l'exercice du pouvoir, puisque c'est bien ça l'idée. Donc il n'est pas encore disponible en ligne sur notre site internet, mais si vous voulez nous contacter par mail, on vous l'enverra avec plaisir. Et on passe les clés à d'autres femmes qui sont prêtes à s'engager dans l'aventure. Et pour terminer, je dirais que celles qui vont partir dans l'aventure législative, ou en tout cas essayer, elles vont le faire avec une idée en tête, c'est celle de la pluralité des débats à gauche. Vous l'avez entendu pour ceux qui étaient là vendredi soir, ce qui identifie aussi la gauche, c'est cette volonté de remettre les choses en question, de refuser l'existant. Et pour nous, c'est très important de pouvoir faire du Parlement un lieu de débat, un lieu de pluralité d'opinions et pas juste un lieu qui enregistre les décisions de l'exécutif. Je rejoins un peu monsieur dans l'importance de s'intéresser aussi aux élections législatives. Et je conclurai en rendant du coup un hommage à une innovation démocratique qui a eu lieu sous le quinquennat de François Hollande, qui s'appelait la fronde, et qui de fait a inventé quelque chose, puisqu'il y a à l'Assemblée le fait majoritaire, cette dynamique qui vise à voter comme le parti de la majorité à laquelle on appartient. Et les frondeurs ont tenté de créer du débat au sein de leur propre majorité. Ça a été mal compris, ça a été parfois sanctionné par les électeurs, mais c'était une très belle innovation démocratique de gauche. Merci beaucoup Sophia. Et pour finir ce tour d'horizon des initiatives citoyennes ce matin, Malena Reali pour le vent du changement. Donc vous avez travaillé sur une république pour le plus grand nombre. Alors bonjour à tous. Effectivement, moi je viens présenter une organe peut-être un peu différente. On a entendu plusieurs organisations qui donc se placent vraiment dans un objectif électoral. Nous, on est un mouvement d'éducation populaire qui a été lancé en fait très récemment, il y a moins de 2 mois officiellement, mais qui est dans les cartons depuis très longtemps et qui organise des gens qui en fait travaillaient déjà ensemble depuis très longtemps. On est donc un mouvement d'éducation populaire qui essaye de mener la bataille culturelle partout en France pour faire émerger un projet culturel majoritaire autour de la reconstruction écologique. Parce qu'effectivement, ce qu'on voudrait, c'est que notre société fonctionne au bénéfice du plus grand nombre. Et pour ça, on pense que la République écologique est la solution. Et que ce qu'il faut faire, c'est faire émerger une nouvelle écologie, une écologie qui parle à tout le monde, une écologie populaire et une écologie du quotidien, qui parle aux gens de ce qu'ils voient tous les jours devant eux, c'est-à-dire qu'ils leur disent il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de manger quand vous êtes devant votre assiette, que vous puissiez manger bio, que vous puissiez manger local, que c'est pas normal qu'on vive dans des logements chers et mal isolés, que c'est pas normal qu'on laisse des gens sur le carreau, qu'on leur donne pas de possibilité d'accéder à un emploi, alors qu'il y a tellement de choses à faire pour la reconstruction écologique. Donc en fait, ce qu'on voudrait créer, c'est une écologie qui propose un horizon positif aux gens et un horizon audible et enthousiasmant. Et donc pour ça, on a créé ce mouvement qui est un mouvement apartisan qui est organisé en cercle partout en France. On est dans plus de 20 villes et qui est ouvert à toutes et à tous ceux qui veulent réfléchir et agir dans cet objectif. On fait des cafés-débats, on fait des conférences, on fait des projections de films et on mène aussi des campagnes citoyennes autour de grands sujets comme la garantie à l'emploi vert ou la sécurité sociale de l'alimentation et d'autres sujets qui vont arriver prochainement. Et cet été, on a lancé un énorme projet qui s'appelle le Tour du Changement, qui est en train d'avoir lieu en ce moment même. C'est un tour de France qui passe par 21 villes et qui, dans chaque ville, essaye en fait de recréer du lien, de recréer de la convivialité et d'incarner cette idée d'une écologie positive et enthousiasmante. Donc dans chaque ville, on organise des conférences sur la République écologique, sur comment est-ce que les citoyens peuvent reprendre le pouvoir, sur le lien entre technologie et écologie, et entre technologie et démocratie, sur plein de sujets avec plein de gens qui viennent nous rejoindre sur chaque étape. On fait des formations, comment créer une organisation au service du changement, comment s'engager sur les réseaux sociaux. Et on fait aussi des activités qui n'ont vraiment pour seul but que de créer de la convivialité, des tournois de pétanque, des tournois de foot, des soirées, des karaokés, plein d'événements qui créent de la communauté. Et on organise des grands banquets citoyens dans chaque ville, avec des produits locaux, des recettes locales, du bio autant que faire se peut.
pour donc recréer un peu des moments de convivialité, des moments d'échange et des moments où le débat d'idées peut avoir lieu, comme il a eu notamment lieu ce week-end. Et donc, dans la perspective de 2022, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est donc donner un endroit pour s'engager à des gens qui ne sont pas forcément prêts à sauter le pas de la politique électorale tout de suite, ni peut-être jamais, mais qui veulent s'engager, qui ont des idées, qui veulent échanger et qui veulent changer les choses et construire effectivement une société qui fonctionne au service du plus grand nombre et pas pour une minorité de privilégiés qui exploitent la majorité des ressources. Voilà, merci beaucoup. Alors ce matin, dans ce dernier rendez-vous du Festival 2021, on a voulu évidemment revenir avec vous, et je vous en remercie, sur cette formidable vitalité qu'on a entendue hier dans les débats, et notamment dans cette salle, mais aussi dans les autres. On a voulu parler d'actions et d'initiatives concrètes avec vous toutes et vous tous. Et un grand merci, bien sûr, d'avoir contribué. Vous êtes, en quelque sorte, les représentants de ce foisonnement d'initiatives qu'on a vu arriver depuis 2 ans maintenant, qui couvait sous la cendre, mais peut-être que la pandémie a eu aussi le moyen inattendu, improbable, de créer des liens et de nous permettre d'avoir un peu de temps aussi pour imaginer de nouveaux engagements. Mais évidemment, si nous sommes là aussi, et ce matin, c'est parce que l'année prochaine, il y a des temps importants pour le pays. Et qu'il faut les préparer, qu'il ne faut pas s'en détourner, et que pour cela, bien sûr, aujourd'hui, nous avons devant nous une inquiétude majeure, on ne va pas se le cacher, vous l'avez rappelé à tous les débats où on était ensemble, et vous avez eu raison de le faire, et un grand merci, c'est que si on aborde ce moment dans la dispersion, la division, la pluralité totalement sans limite des candidatures, 3, 4, 5, mais pourquoi pas davantage, eh bien nous allons collectivement dans le mur et dans l'échec. Et donc pour cela, il y a une autre initiative qui est née tout au long des derniers mois, et sans la présenter à leur place, je voulais vous proposer d'écouter Mathilde Himer et Samuel Grybowski, qui sont parmi les initiateurs de la primaire populaire, qui est également, après toutes celles qu'on vient d'entendre, mais avec, c'est vrai là, une direction toute particulière et importante pour notre stratégie collective, qui sont parmi les inventeurs de la primaire populaire. Merci beaucoup et merci Christian pour l'introduction. Il vient de se passer quelque chose de très important pour nous à midi, que Mathilde va vous présenter en détail juste après. Vous pouvez aller sur primairepopulaire.fr et vous allez comprendre. Mais avant de rentrer dans la précision de pourquoi ce qui vient de se passer à midi, c'est important pour nous, c'est important pour 2022, c'est important pour notre espérance, moi je dois juste vous redonner une mise en contexte sur les 3 grandes étapes de cette primaire et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut gagner, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va gagner. La première étape, c'est qu'on a voulu mettre le projet au centre. La primaire populaire, elle a été incubée par une vingtaine d'organisations de la société civile, notamment par la Rencontre des Justices, qui est une jeune organisation récente, qui doit un peu sa naissance au Festival des idées, il y a 1 an. Et on a décidé de mettre sur la table les 10 propositions qui étaient les plus reprises entre Plus jamais ça, le pacte du pouvoir de vivre, le vrai débat des Gilets jaunes, le collectif Transition citoyenne, etc., la Rencontre des Justices et tous les autres. Et on a dit aux 13 partis politiques qui sont pour nous dans le bloc des justices, le bloc des justices, c'est cette addition entre les partis traditionnels de gauche, les abstentionnistes en colère, les gens qui votent Le Pen juste pour faire chier. Ça, c'est le bloc des justices. Et on pense que ce bloc des justices peut travailler sur des propositions communes et un socle commun. À partir des 10 propositions les plus populaires dans tous ces pactes, les 13 partis politiques qui sont à gauche de Macron ont designé 10 mesures de rupture qui ne sont pas juste le plus petit dénominateur commun, mais on le disait entre nous plutôt le plus petit radical commun. On est parti de qu'est-ce qu'il y avait de radical dans la République écologique, qu'est-ce qu'il y a de radical dans la République sociale et dans la République démocratique. Et de ces radicalités-là, on a construit 10 paquets de rupture qui sont les conditions sine qua non pour rentrer dans le processus de la primaire populaire. Étape 1. L'étape 1, elle s'est arrêtée ce matin à 11h59, puisque depuis ce matin à midi, on a commencé l'étape 2, celle des parrainages citoyennes et citoyens. Et à partir de maintenant, vous pouvez, chacun, chacune, nous dire qui est-ce que vous aimeriez voir participer à la présidentielle.
Qui est-ce que vous aimeriez voir gagner en 2022 ? Plutôt que de laisser les candidates et les candidats se désigner eux-mêmes, on nous propose de les désigner à leur place et de voir comment est-ce qu'ils réagiront le 11 octobre, dans 3 mois, quand ils auront été plébiscités par les gens, par vous, par moi, par nous, et qui devront répondre « est-ce que oui ou non j'accepte de jouer le jeu de la primaire populaire ?» Et l'étape 3, qui va commencer le 18 octobre, c'est cette campagne, la campagne pour la primaire, pour un scrutin qui aura lieu le 18 novembre. Ce qu'on imagine, c'est que ce scrutin qui va durer 4 jours, du 18 novembre au 21 novembre, avec les personnes qui auront consenti à être candidates et candidates. Vous avez compris que les personnes qu'on parraine sur le site aujourd'hui n'ont pas forcément consenti à y être, et c'est le jeu. On les force un peu à rentrer dans une démarche collective. Par contre, les candidats et candidates qui auront consenti, ce qu'on pense, c'est que la personne qui va en sortir victorieuse, elle ne va pas porter une candidature commune, elle ne portera pas non plus une candidature unique, ça a déjà été testé. Il y a eu des candidatures multiples, il y a des divergences très fortes entre nous. Ce qu'on pense, c'est qu'elle va porter une candidature gagnante, une candidature d'urgence. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer comme message à Jean-Luc Mélenchon, à Fabien Roussel, à Anne Hidalgo, aux candidats des écologistes et aux candidates. Vous avez des différends à régler entre vous et on le comprend, vous avez des candidatures multiples. Si vous réglez ces différends entre vous au premier tour de la présidentielle, vous faites gagner la droite, vous renforcez les droites et vous dressez un tapis rouge au rouleau compresseur qu'Emmanuel Macron a déroulé sur nos têtes depuis 5 ans. Si vous réglez ces différends entre vous dans des candidatures multiples au sein de la primaire populaire, vous rendez possible une candidature gagnante qui peut gagner la présidentielle et qui va gagner la présidentielle. Je pense que vous l'avez compris, le message c'est qu'on a besoin de vous. Nous on est un collectif, il y a des militants, il y a des entrepreneurs, il y a des citoyens en colère, il y a des jeunes, c'est beaucoup partie des jeunes, des intellectuels, des économistes, des militants qui nous rejoignent de renom. Mais on a besoin d'être nombreux, d'être très nombreux pour leur mettre la pression. Pas une pression parce que on est contre eux, on n'est pas du tout dans une logique anti-parti dans la primaire populaire, on est dans une logique de la win. On veut gagner, parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'attendre 5 ans sur la question climatique. On n'a pas le temps d'attendre 5 ans sur la question sociale, quand on voit ce que le Covid fait, quand on voit la situation des quartiers populaires. On n'a pas le temps d'attendre 5 ans sur la question des violences policières. Ils sont tous, quasiment tous, dans une logique qui est coupable d'attendre 2027. Et mieux vaut que je récupère l'hégémonie dans mon camp, plutôt que d'y aller. Notre responsabilité à nous, société civile, à un moment où les partis sont de plus en plus faibles, c'est de les forcer à tenter véritablement de gagner. Pour faire ça, on a besoin de vous, on a besoin qu'on soit très nombreux. Comment est-ce que vous pouvez nous aider ? C'est simple, aujourd'hui s'ouvre sur le site primairepopulaire.fr, en minuscule, c'est très simple, primairepopulaire.fr, les parrainages citoyens. Les parrainages citoyens, c'est quoi ? C'est la possibilité pour vous de pouvoir soutenir les candidats déjà déclarés ou pressentis à la présidentielle de notre camp, ceux qui ont été des déçus de Macron jusqu'à Mélenchon, Hidalgo, Rousseau, Piolle, Jadot, Montebourg, faut pas que j'en oublie sinon je vais me faire engueuler, Roussel, et puis des gens qui ont, depuis qu'on a lancé la dynamique, reçu 500 parrainages de citoyens. Donc des gens comme François Ruffin par exemple, des gens comme Gaël Giraud, des gens comme Christiane Taubira. Tout cela, si vous allez sur le site maintenant, ils sont d'ores et déjà en ligne. Vous pouvez dire, moi j'aimerais que ces gens-là, ils participent à la primaire populaire, et que potentiellement l'un d'entre eux soit mon ou ma candidate pour la présidentielle en 2022, capable de porter un projet écolo, juste sur le plan social, et qui porte un vrai renouveau démocratique. Pas juste râler le 20h quand il y a un peu d'abstention, ou beaucoup d'abstention, mais un vrai renouveau démocratique pour que ça change pour de bon. La manière de le faire, c'est simple, c'est d'aller sur le site primairepopulaire.fr et d'aller cliquer sur « Je parraine ». S'il n'y a aucun des candidats que je viens de citer qui vous plaît, dites « Non mais moi je trouve qu'ils sont tous nuls, ils sont tous pourris, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol d'avoir ces gens qui s'engueulent à la télé, je veux quelqu'un d'autre. » Vous pouvez proposer des noms. Des gens du sérail politique, s'il y en a un que vous trouvez bien et qui n'est pas suffisamment fou pour avoir envie d'être président ou président de la République, ou quelqu'un issu de la société civile. Bref, c'est à vous de jouer maintenant. On ne va pas y arriver nous, tout seuls, petit collectif. On fait notre part du job. On vous demande aujourd'hui de faire la vôtre. Le processus, il est puissant parce qu'il a été pensé en sachant dès le début que les candidats et les candidates n'allaient pas nous dire oui. Ah oui, moi je participe à la primaire populaire, c'est génial ce que vous faites. Non, on savait que Jean-Luc Mélenchon allait avoir cette réaction. On savait qu'Anne Hidalgo n'allait pas être folle de joie.
On savait aussi qu'il y aurait un ras-le-bol qui fait que tous les citoyens, de prime abord, ne se sentent pas partie prenante de ce processus. Donc le jeu maintenant, c'est comment est-ce qu'on leur met la pression pour que ce soit dur pour eux de refuser. Ça veut dire être 300 000 à la fin du mois de septembre, à la fin des parrainages. Donc pour ça, on a besoin d'être nombreux. Je le redis, la meilleure manière de nous aider, c'est d'aller sur site primairePopulaire.fr, de faire votre parrainage et d'envoyer le lien du site à 10 personnes. On est déjà 50 000 sur la plateforme. Si chacun et chacune d'entre nous envoie à 10 personnes, on est 500 000. On est beaucoup plus puissant que n'importe lequel des partis politiques si on fait ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je finis juste par un mot, c'est que si on a lancé ça, c'est aussi un ras-le-bol qui nous a poussé nous. Un ras-le-bol qu'on soit militant, qu'on soit entrepreneur, de la manière dont se fait la politique aujourd'hui et de la manière dont finalement on se prend toujours des portes. Je parle pour moi, j'ai marché pour le climat, j'ai fait des actions de désobéissance civile, j'ai poussé l'affaire du siècle, j'ai poussé la Convention citoyenne pour le climat en me disant on peut comprendre, c'est compliqué, justice sociale et questions climatiques. Il n'y a rien qui passe et c'est toujours le politique qui nous bloque. Ce que je veux dire aussi par là, c'est dire qu'on est nombreux aussi à être prêts à soutenir une équipe qui gagne en 2022 s'ils osent au moins avoir la culture de la win. Et donc c'est ça qu'on veut pousser. Soyez nombreux. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à tous les deux. Tu veux le dire, Max ? Oui, vas-y. Si le discours inspirant de Mathilde vous a autant inspiré que moi, je vous donne rendez-vous à 13h45 devant la tonnelle de la Primaire Populaire pour que vraiment vous envoyiez à 10 personnes autour de vous ce site internet parce qu'on connaît les promesses et vous allez tous aller discuter, boire un verre et vous n'allez pas le faire. Donc on va le faire ensemble, ça va être plus sympa et en plus je suis sûr que vous allez le faire comme ça si vous êtes avec moi. Donc 13h45 devant la tonnelle, merci. Ok, au débit tu as gagné. Hein. Bien, merci à Mathilde et à Samuel. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà très nombreux, que nous sommes déjà très nombreux et je crois qu'on s'en réjouit. Alors, on s'achemine bien sûr vers la fin de cette troisième édition du Festival des idées. C'est vrai qu'il y a des sentiments assez mêlés hein, dans nos têtes, dans les vôtres, dans la mienne. Et hier soir, dans cette salle, il y avait une très belle conversation entre Claire Lejeune et Patrick Vivray. Et le titre de cette conversation, c'était d'ailleurs le titre du dernier livre de Patrick, c'était La joie et la colère. Et je trouve que ça résume assez bien ce qu'on peut ressentir et éprouver, ce que vous avez dit les uns et les autres, chacun l'a fait à sa manière. C'est vrai qu'il y a forcément de la joie quand même. En tout cas, je l'espère. Chacun fera son dosage. Mais il y a de la joie parce qu'il y a encore un mois ou deux, on faisait des apéros Zoom, on faisait des visios Zoom, on faisait des primaires Zoom, et on était chacun comme des électrons perdus dans l'univers. Bon, là, aujourd'hui, c'est vrai, on a pu se retrouver ensemble. Et ça, franchement, pour moi, et j'espère pour vous, c'est aussi une grande joie. On a pu faire, comme les fois précédentes, mais peut-être encore plus, peut-être avec encore plus de maturité collective, même si nos formats d'échange peuvent être immensément améliorés, on a fait la preuve de la vitalité des idées. De la créativité, de cet ensemble qui n'a pas de limite, qui est informel, qui est multiple. Il y a des militants de partis, il y a des citoyens qui ne mettront jamais les pieds dans un parti politique, il y a des gens qui font vivre des associations, des grandes, des petites, etc. On a pu faire ensemble la preuve de la vitalité des idées et aussi, sans doute, montrer la force de la démocratie. Et dans un moment où la démocratie, elle tangue dans tellement de petits et de grands pays du monde, cette démonstration-là, pour moi, elle n'a pas de prix. En tout cas, elle est précieuse et il faut pouvoir la rééditer, pas seulement ici, le plus longtemps possible, mais sans doute aussi dans d'autres endroits. On a pu aussi, et c'était important cette année pour nous, faire en sorte que prennent la parole des jeunes qui sont dans des engagements multiples.
c'est aussi la marque de fabrique de cette troisième édition. C'est pas nous qui les avons contraints de venir, c'est eux qui ont souhaité venir, plus nombreux encore que les années précédentes. La jeunesse engagée est venue au Festival des idées cette année et c'était aussi important pour cette édition. Mais c'est vrai aussi, il y a aujourd'hui en France de la colère, et la colère, elle ne s'est pas arrêtée aux portes de la Charité ou aux portes du prieuré de la Charité. Il y a eu aussi de la colère ici, pas seulement dans cette plénière finale. On l'a entendu sous différentes façons. Il y a plusieurs façons d'être en colère. Il y a des façons parfois un peu brutales et il y a des façons très déterminées et très construites d'être en colère. Ce qu'il faut maintenant, c'est transformer cette colère en énergie et vous en avez fait chacune et chacun la démonstration. Pourquoi il y a de la colère ? Il y a de la colère parce qu'il y a 2 semaines, ce pays a été le territoire d'un effondrement démocratique. Jamais, dans toutes les générations qui sont là, on a vu à l'occasion d'élections locales, régionales, départementales, on a vu une si profonde et une si forte abstention, et en particulier dans la jeunesse. Et donc ça ne peut pas laisser indifférent. Et c'est vrai que je vous confesse ici que ma colère à moi, elle tient aussi au fait que 2 semaines après, les affaires reprennent un peu partout, comme avant. Dans les partis politiques, bien sûr, dans les médias, dans les entreprises et dans beaucoup d'endroits. C'est reparti comme avant. Donc ça, c'est un motif de colère. L'autre raison de la colère, c'est que le rassemblement des forces, qui est notre message. C'est pour ça qu'avec Guillaume et avec des centaines d'autres, on avait lancé un appel fin 2018 pour faire tomber les murs. Faire tomber les murs, ça veut dire se rassembler. Pas seulement pour des élections, mais pour fabriquer du commun, comme on le fait ici. Ce qu'on fait ici, modestement, on peut le faire en grand. Sauf que le rassemblement, l'unité, c'est toujours la question reportée. Or, ça n'est pas une question subsidiaire. Bien sûr, certains nous disent l'unité, c'est pas un projet. Bah oui, c'est pas un projet politique, l'unité, c'est pas un projet de société. Mais enfin, c'est simplement une priorité, sans laquelle, comme beaucoup l'ont dit, on peut se gargariser sur les urgences et sur les chocs, qu'il s'agisse du choc climatique, de l'urgence démocratique, de la situation sociale après le Covid. On peut évoquer ces questions. Mais si on ne crée pas le rassemblement des forces, ces incantations restent des paroles pieuses et, je dirais même un peu plus, elles détourneront encore plus de la politique. Et il y aura, tu l'as dit, de la sanction dès le premier tour de l'élection présidentielle par l'abstention ou d'une autre façon, si nous ne savons pas nous rassembler. Donc oui, c'est vrai, il y avait de la colère, et beaucoup l'ont exprimé, chacun avec ses mots, parce que cette question, elle est sans cesse reportée. Et il y a, c'est vrai, il y a quand même des spécialistes de la fracture. Je ne jetterai aucun nom en pâture, évidemment, mais il y a des spécialistes de la fracture. Alors qu'en ce moment, on a besoin des artisans du rassemblement. Et c'est ce que vous êtes aussi venus dire, je le pense aussi, vous êtes venus avec des questions, avec des inquiétudes, mais je pense qu'il y avait aussi dans notre présence à tous ce message de rassemblement. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. En tout cas, ceux qui ont organisé ce festival, ils ne font pas la croix, ils ne font pas une croix sur l'élection présidentielle de 2022. Nous ne pensons pas un seul instant que tout est perdu d'avance. Mais il va falloir beaucoup d'initiatives, il va falloir beaucoup d'énergie, il va falloir beaucoup de monde en soutien de la primaire populaire si on veut convertir effectivement nos envies et nos énergies en quelque chose en 2022 dont on puisse être fier. Alors voilà, ici, vous l'avez bien compris, à la Charité, on ne vient pas chercher les ingrédients de la victoire, mais j'espère qu'on a su trouver ensemble des chemins d'espoir, et c'est quand même ça avant tout l'objectif de ce festival. Merci beaucoup. Alors au Festival des idées, comme à la primaire populaire, salut Mathilde, on fait tout à 2 voix. Et donc je voudrais vraiment remercier Guillaume Duval et l'invincible équipe
du Festival des idées, bien sûr, pour tout le travail qu'on a fait ensemble, et lui passer la parole. Oui, quelques mots encore avant de vous lâcher. Donc on arrive au terme de ce 3e festival et on entre, donc ça a déjà été beaucoup dit, mais dans la dernière ligne droite pour 2022. Nous savons, on l'a dit encore ce matin, plusieurs débats l'ont montré et beaucoup d'entre vous nous en ont fait part, que vu d'aujourd'hui les perspectives ne semblent pas très bonnes pour l'unité des gauches et des écologistes. Nous savons que la reconquête de l'électorat populaire autour d'un projet écologique, social et démocratique paraît toujours un objectif lointain et pas vraiment atteignable tout de suite. Nous savons, ou plutôt nous sentons, que beaucoup d'acteurs politiques ont déjà fait une croix sur 2022, ça a déjà été dit aussi. Nous savons, et beaucoup d'entre vous l'ont dit, y compris ce matin, que cet état de fait suscite de la colère, de l'incompréhension et sans doute surtout de désenchantement et de la démobilisation chez beaucoup d'entre nous. Pour autant, nous savons aussi que la politique réserve beaucoup de surprises. Nous savons que les sondages se trompent beaucoup et souvent. Nous savons que l'atmosphère politique peut changer assez rapidement. C'est vrai que moi j'étais aussi très désespéré en 78, en 86, en 93, etc. Et on a pu gagner assez rapidement derrière. Nous savons en tout cas une chose, c'est que on ne peut pas se permettre d'enjamber 2022, même si je sais que la tentation existe chez beaucoup, que le macronisme s'est beaucoup droitisé, radicalisé depuis 2017, que la crise sanitaire a encore beaucoup accru les tendances autoritaires, illibérales chez Emmanuel Macron. Nous savons aussi que même si elle est affaiblie électoralement, l'extrême droite reste un danger extrêmement fort, notamment parce que la droite républicaine, qui elle s'est plutôt renforcée ces derniers mois, est aujourd'hui elle-même entièrement extrême droitisée. Nous espérons en tout cas avoir montré aussi ici, notamment dans le débat qui a eu lieu ce matin sur la laïcité, que même sur les questions qui fâchent, le plus au sein de la gauche, si on s'écoute, si on discute honnêtement, on est capable de trouver des positions communes qui ne soient pas simplement des compromis foireux pour avoir l'air de vouloir l'unité. Et surtout, on sait ce qui nous donne le plus d'espoir et ce que nous espérons vous avoir un peu transmis, c'est qu'il y a plein d'initiatives de jeunes qui s'activent et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette plénière. Le flambeau se transmet, cette nouvelle génération qui monte, c'est vraiment ça qui prépare l'avenir. On sait que c'est une course de vitesse contre la crise écologique, une course de vitesse contre la crise sociale, une course de vitesse contre la crise démocratique. On sait qu'on a qu'on a des difficultés à la gagner, cette course de vitesse. On espère en tout cas qu'avec le festival, on aura contribué à faire en sorte que les chances de la gagner soient un peu plus fortes. Il me reste juste à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à faire ce festival, les personnes qui nous ont accueillis ici, donc Henri Vallès, le maire de la Charité, les gens de la Cité du Mot, du Bazar, Alain Foy, et les gens qui nous ont aidés à financer ce festival aussi. C'est toujours, même si on fait le festival le moins cher de la Terre, je pense, c'est toujours un grand merci à ceux qui nous ont aidés financièrement. Voilà, merci à vous tous aussi d'être venus et de vous être impliqués dans ces débats. Bon appétit et bon retour à vous tous. Pardon, excusez-moi, un dernier mot. Je voudrais, avec vous, une fois encore, remercier et féliciter pour l'engagement de Christian et Philippe pour ce festival. Et comme ils l'ont dit tous les deux, vous avez été les principaux artisans bénévoles de ce festival, de cette 3e édition. Et si vous vouliez faire preuve d'un acte de solidarité avec l'équipe organisatrice, si chacun ramène sa chaise au râtelier derrière, eh bien, on finira très bien ensemble le festival.